Hey guys, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Les Jeunes en parlent. Moi, c'est Dalia. Kenza. Daniane. Et aujourd'hui, on est avec Éducactu, Antoine et Gabriel. Puis, c'est ça, on va parler aujourd'hui un peu du système d'éducation et tout ce qui touche à ça. Puis, ils vont vous présenter un peu le projet. Faut y aller. Dans le fond, notre projet, en ce moment, c'est une page Instagram. Puis sur la page, à chaque mois environ, on change un peu on choisit un thème, puis on élabore, puis c'est toujours en lien avec le système d'éducation québécois, problèmes et solutions. Souvent, c'est plus c'est l'angle qu'on utilise. Puis éventuellement, on veut rendre ça un peu plus... le but de tout ça, c'est de rentrer en contact, en fait, avec le plus de gens possible pour pouvoir faire comme une liste de solutions, de propositions. Puis éventuellement, on a un support politique quand même, puis on aimerait ça apporter ça à l'Assemblée, puis présenter ça de façon de genre liste officielle, comme ça, ils pourraient passer à l'action. Mm-hmm. Ouais, le projet est pas mal parti il y a un bout de temps, puis ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de démocratiser toutes les problématiques face à l'éducation, parce que c'est vraiment inné que l'éducation, ça marche comme ça, mais plus on en parle avec des gens, plus on se rend compte que peut-être qu'il faudrait qu'on remette en question certains trucs qui nous paraissent comme étant des trucs évidents, mais qui peut-être qui font pas autant de sens que certains trucs qu'on pourrait venir changer. Fait qu'on essaie de remettre en question certains trucs qui sont des évidences pour tout le monde, pour voir comment est-ce qu'on pourrait aller améliorer notre système d'éducation, parce qu'au final, c'est ça qui est à la base de notre société. Fait que comment est-ce qu'on peut faire pour faire passer au prochain niveau notre système? Mm-hmm. Puis vous, mais vous êtes tous les deux des étudiants, je suppose. Ok, cool. Parce que ce serait drôle de parler du système, mais je pense que ça touche tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés, genre, comment ça a parti que vous étiez les deux sur ce genre de sujet? Ouais. Fait que dans le fond, on travaillait toutes les deux de façon indépendante au début. Puis moi, ça a commencé un peu dans mon projet personnel de secondaire 5. Puis j'ai comme continué à travailler. Puis à travers ça, je suis rentrée en contact avec Christine Labrie, qui était députée responsable en matière d'éducation jusqu'aux dernières élections. Puis à un moment, elle m'a dit « Ah, il y a un gars qui travaille sur son projet d'éducation, puis il a un peu les mêmes idées que toi. » Puis là, elle m'a mis en contact avec Antoine. Puis on s'est rencontrés, puis on a décidé que finalement, on voulait travailler ensemble. Puis c'est ça que ça a donné. Ouais. Puis toi, Nice. Antoine, tu faisais quoi un peu dans le... Moi, de mon côté, moi, c'était pas pour mon projet personnel. Moi, c'était vraiment parce que c'était un sujet qui m'intéressait depuis longtemps. Puis, je chiolais beaucoup sur l'éducation, mettons, puis j'aime pas ça, les gens qui chiolent, mais qui apportent pas de solution. Parce que concrètement, tu peux chioler autant que tu veux, si t'apportes pas de solution, tu contribues pas à régler le problème. Fait que je me suis dit que je voulais trouver des solutions, je voulais améliorer le système, mais que avec l'éducation que j'avais eue, c'était dur pour moi de comprendre les problématiques, parce que j'avais été au secondaire dans le privé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité, parce que je me rends compte que j'avais un rôle quand même très privilégié par rapport à la majorité des jeunes qui ont une éducation dans le public, et que pour m'attaquer aux problèmes du système d'éducation au Québec, il fallait d'abord que je les comprenne, pour après ça trouver des solutions. Donc, je me suis mis en tête de commencer à poser des questions à plusieurs jeunes de différents milieux socio-économiques, socio-culturels, pour comprendre leur réalité, parce qu'on en avait des différentes par rapport à un système qui pourtant est supposé être le même, puis ça c'est un des problèmes du système à 3 vitesses. Puis je me suis mis en tête de commencer à écrire une liste de résolutions à partir des discussions que j'aurais eues avec les élèves, avec les enseignants, les directeurs et des députés. Et donc, j'ai écrit aux 3 députés qui étaient responsables de l'éducation pour les 3 oppositions, donc Marois Risky, Christine Labrie et Véronique Yvon. Puis les 3 m'ont répondu à l'affirmative, comme quoi si je leur soumettais une liste de propositions, ils allaient prendre le temps de les lire et d'en discuter avec moi. Puis Christine Labrie a pris les devants puis a accepté de parler avec moi justement pour que je lui pose mes questions puis qu'on puisse avoir une discussion. Puis à la suite de quoi, j'ai eu un courriel quelques mois après pour me dire qu'il y avait une personne qui avait un projet similaire, puis nous demandant si on voulait être mis en contact. Puis depuis, on collabore ensemble sur ce projet-là. Cool. Puis justement, en parlant des propositions, si on rentre dans le cœur du sujet, selon vous, c'est quoi les enjeux les plus problématiques dans le système en ce moment? Si on rentre vraiment genre, dans le programme d'éducation, je pense qu'un des plus gros problèmes, c'est les valeurs sur lesquelles le système est fondé. Fait que, en fait, c'est parce que le système d'éducation, ça s'est fait pour nous préparer au monde dans lequel on vit. Fait que c'est un outil du capitalisme, vraiment. Fait que ça nous, tu sais, quand on parle d'examens, mettons, ça, c'est les examens, les façons d'évaluer. Ça, c'est un des plus gros problèmes parce que ça nous forme à être compétitifs, ça nous forme à toujours être les uns contre les autres.
Puis surtout, c'est pas du tout pédagogique, comme on le sait, les examens, ça nous fait apprendre par cœur, puis on recrache tout sur une feuille. Fait que dans le fond, ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est que ça nous prépare pas au monde qui nous attend. Donc, tu sais, souvent on dit il faut nous apprendre à être collaboratif, innovateur, créatif, à avoir une bonne pensée critique. Ben, le système d'éducation, ça fait le contraire. Puis ça, c'est à cause des valeurs qui existent dans le système. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est la plus grosse problématique du système. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Mais moi, tu sais, on en parlera. J'ai eu de la misère à en choisir une. Mais je pense qu'un des trucs qui, moi, vient un peu me titiller, c'est le fait qu'on donne pas assez de reconnaissance aux jeunes. Avec l'excuse de « Ah ouais, mais vous êtes trop jeune pour comprendre » ou « Ah ouais, mais vous avez pas assez d'études, vous comprenez pas », genre. On est dans le système au quotidien. Je pense que c'est nous, en fait, je suis pas mal sûr que c'est nous qui le comprenons le mieux. Un professionnel, une personne qui a fait une maîtrise, un doctorat, un post-doctorat sur l'éducation, qui rentre dans une école pour faire une étude, pour regarder c'est quoi la situation dans cette école-là, a une vision biaisée parce qu'il rentre dans l'école avec le carton sur le front de « OK, ben moi, je m'y connais. Fait que moi, tu vas me traiter différemment pour me prouver à quel point ton école est parfaite. » Tu sais, fait que la vision qui est envoyée à l'Assemblée nationale, tu sais, quand les députés ils disent « Ah ouais, mais je suis allé dans l'école, je suis allé voir comment ça se passait. » Ils voient pas le même système que moi j'ai vu, que vous avez vu, que Gabriel a vu, que tous nos amis ont vu, que toutes les personnes à qui on parle ont vu. Puis c'est ça le problème, c'est que les personnes qui sont supposées décider qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous ne comprennent même pas ce qui se passe pour vrai dans les cours, dans les écoles. Puis c'est ça le différentiel, puis c'est ça, selon moi, un des plus gros problèmes auxquels on fait face en ce moment. Puis si je peux rajouter là-dessus, genre, ça on l'a vu aussi dans les élections il y a quelques mois, à chaque fois qu'on parlait de matière d'éducation, on parlait toujours du budget qu'on va attribuer pour la rénovation des écoles, pour les infrastructures, pour genre, le physique de l'école, tu sais. Puis oui, c'est important d'avoir des écoles qui ont du chauffage puis qui sont pas en train de tomber en ruine, c'est ça, ouais. Sauf que en réalité, la priorité en éducation, c'est de revoir le programme puis de parler d'éducation pour vrai, pas juste des écoles physiques, là, tout ça. Fait que ça démontre aussi à quel point les gens, quand on en parle, sont un peu dans le champ. Ouais, c'est ça que j'allais rajouter en plus. Justement, au moment des élections, j'avais fait un post pour notre Instagram. Puis j'étais des recherches sur les recommandations des différents gouvernements par rapport à l'éducation. Puis tu sais, la majorité des trucs, c'était de justement rénover les écoles, puis des choses comme ça. Mais il n'y avait rien en particulier sur le système scolaire pour vraiment aider les jeunes. Puis même pas, genre, tu sais, juste les écouter puis savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on change. Puis je trouve aussi qu'il y a souvent un double discours au moment où il y a des élections, par exemple, de « Ah, ben les jeunes, c'est important qu'ils votent, c'est important qu'ils s'investissent dans la société et tout. » Mais dans le reste du temps, ou même juste après les élections, une fois que c'est fait, ben les jeunes, c'est comme tu as expliqué, on n'est pas assez vu pour comprendre, on n'a pas assez d'expérience, d'études dans certains domaines pour justement apporter notre point de vue, alors qu'on vit au quotidien dans des écoles, donc on devrait être comme justement les personnes clés qui ont l'information par rapport à ça. Puis, tu sais, pour notre compte Instagram, pendant la campagne électorale, on a fait à peu près la même chose. On a comparé les plateformes au niveau de l'éducation. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça voir un politicien me parler de Formule Flex. J'aurais aimé ça voir un politicien me parler de la réforme des modèles d'examen. J'aurais aimé ça voir un politicien qui me parle pour vrai d'éducation. Pas de ce qu'on voit à l'avant, pas de ce qui... Tu sais, pas du design de l'avant. J'aurais vraiment aimé ça qu'on parle des fondations du système parce que, puis ça c'est un truc dont on parle beaucoup, les fondations du système, la manière dont ça a été créé, la manière dont il tourne, selon nous, tombe en ruine. Puis la solution du gouvernement pour ça, c'est d'essayer de redorer l'avant, la devanture du système, de dire « Ah, mais regardez, on a des belles écoles avec des arbres dedans. » Ouais, mais par contre, tes élèves, ils sortent du secondaire, du cégep, puis... je sais pas à quel point ils sont plus créatifs, ils sont plus préparés pour le système, pour le marché du travail. Fait que je sais pas à quel point est-ce que avoir des arbres, oui, c'est important dans tes écoles que tu aies des environnements qui soient ouverts pour que les élèves s'ouvrent à différents milieux, mais à quel point est-ce que c'est vraiment ça qui va les aider à avancer, t'sais? Puis, ouais, non, vas-y. Okay. Non, j'allais juste dire, mais c'est ça, c'est qu'en fait, l'éducation, c'est jamais une priorité pour personne, même si la CAQ a dit que c'était leur priorité, ça l'est pas. On le sait tous. Puis en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils savent bien que les gens qui votent, c'est souvent... il y a quelques jeunes, mais c'est des jeunes au cégep souvent ou à l'université. Puis nous, on parle surtout du système secondaire, peut-être un peu primaire. Mais ces jeunes-là, vu qu'ils votent pas, en fait, ils proposent des trucs qui vont plaire aux parents, peut-être, qui votent. Puis là, les parents, c'est ça, ils veulent des belles écoles pour leurs enfants, évidemment. Mais souvent...
c'est si on oublie vraiment l'important dans l'éducation, qui est vraiment, genre, c'est l'éducation qu'on reçoit en tant que telle. Puis par rapport à, par exemple, les outils, comment dire, les manières ben, tu sais, les outils pédagogiques ou les manières de donner des notes ou des choses comme ça serait quoi une alternative, tu sais, par exemple, à des examens ou à des cours qui manquent de quelque chose, genre? Ben, une alternative, ben, la première chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'évaluation, pas de notes. Ça se fait déjà dans des endroits comme la Finlande. Ils ne reçoivent pas de notes avant un certain âge. Une alternative à ça, puis ça, d'ailleurs, ça existe déjà un peu dans le programme de l'IB, là, le baccalauréat international, où est-ce que c'est juste les profs de discuter avec leurs élèves, puis genre de dire, genre, ah, tu penses que tu es rendu où dans, mettons, en maths? Tu penses que tu t'attribuerais, genre, peut-être quelle note, ou est-ce que tu penses que tu es prêt à passer au prochain niveau? Puis ensemble, il y a une discussion qui se fait, parce que l'élève, tu sais, on le sait si on est bon ou non, là, tu sais, on reçoit des notes, puis on est genre, ah, j'aurais dû avoir mieux, ou, ouais, ok, peut-être que, genre, j'ai été chanceux, tu sais. Fait qu'on le sait où est-ce qu'on est rendu dans notre apprentissage, puis idéalement, les profs aussi devraient le savoir. Là, c'est sûr que, on est en manque de profs, fait que, là, ils ont des grosses classes, mais en réalité, il faudrait que ça se fasse en collaboration avec les élèves, parce que les élèves, ils savent où est-ce qu'ils sont rendus dans leur apprentissage, puis des fois, les profs, justement, parce qu'ils ont tellement des grosses classes, ils savent pas comment aider leurs élèves, ils savent pas nécessairement pour tous les élèves c'est quoi leur faiblesse, leur force, de quoi ils ont besoin. Fait que vraiment, juste de rentrer en discussion avec les élèves, puis juste de voir, tu sais, comme, t'as pas besoin d'une note là, sur 100. Si tu passes au prochain niveau. Si t'es prêt, tu y vas. Si t'es pas prêt, ben on va recommencer. On va te proposer une nouvelle façon d'apprendre la matière. Puis ça sert absolument à rien de mettre une note là, sur 100. Tu sais, c'est ça. Là. Si t'es prêt à passer au prochain niveau, t'es prêt. Puis, comme, excuse-moi, Dan, comment, genre, évaluer, genre, mettre, comment dire, comment classifier, mettons, ceux qui sont, genre, tu sais, par exemple, au niveau des évaluations, parfois, il y en a qui sont super trop forts, genre, fait qu'ils skippent des années. Ou genre, par exemple, pour rentrer dans un programme, tu as une note. Comment évaluer qui devrait rentrer dans un programme et qui serait pas assez fort pour rentrer dans ce programme? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, ça, c'est sûr que c'est un peu comme, on va dire, le paradoxe, là, de, tu sais, il y a des gens qui disent qu'il faut pas avoir le système à 3 vitesses, fait que pas de sélection, puis tout le monde rentre ensemble, puis ça c'est juste hétérogène dans les groupes. Puis alors qu'il y a des gens qui vont dire que ça prend la sélection parce qu'il faut pouvoir amener les gens plus loin. Mais la réalité, c'est qu'en faisant des groupes hétérogènes, tout le monde se complémente dans le groupe. Fait que justement, de ne pas avoir de sélection, puis juste de mettre tout le monde ensemble, puis de mettre les plus forts avec les plus faibles, puis ensemble, ils s'aident. Parce que de toute façon, quand tu es vraiment fort, d'aider quelqu'un, tu sais, d'expliquer à quelqu'un la matière que tu comprends, tout ça, ça t'aide. C'est genre la meilleure façon d'étudier, puis d'apprendre, puis de pousser un peu sa pensée, c'est en l'expliquant à quelqu'un d'autre. Fait qu'au lieu de faire des groupes de forts ensemble, puis des groupes de plus faibles ensemble, genre de toutes les mettre ensemble, d'enlever la sélection, de tout mélanger ça, c'est vraiment une bonne façon, justement, de pousser l'apprentissage pour tout le monde. Puis, mais ça serait dans des cas où les travaux sont plus collectifs, en groupe. What about, genre, mettons, beaucoup de travaux sont individuels, en fait, là. Puis si t'es dans un cours, puis t'es trop fort pour le cours... Ouais, puis tu penses pas aussi que ça pourrait comme freiner l'apprentissage de eux qui sont forts, justement, qui peuvent se rendre encore plus loin, avoir encore plus de connaissances? Parce que oui, en fait, ça va les aider comme à renforcer leurs connaissances qu'ils ont en ce moment, en aidant les autres. Mais what about les potentielles connaissances qui auraient pu comme se rendre encore plus loin? Ben, ça, c'est sûr, dans un système, ouais. Faudrait comme revoir le système un peu, là, mais justement, premièrement, les travaux individuels, genre avec le futur qui nous attend, tu sais, tu vas jamais faire ça dans ta vie professionnelle, quasiment, là, surtout avec ce qui s'en vient, avec toutes les crises auxquelles on va faire face. On fait quasiment juste du travail d'équipe dans la vraie vie. Fait que le travail individuel, moi, premièrement, j'enlèverais ça. Fait que déjà, là, t'es toujours comme un peu en groupe. Puis après, ben, tu pourrais dire que ça retient, mais il y a des études qui démontrent que justement de collaborer avec des gens comme ça fait un développement constant. Puis après, après ça, si tu veux développer, tu sais, plus t'arrives haut dans les niveaux, tu sais, quand t'arrives à l'université, tout ça, là, tu fais des recherches, puis là, tu sais, chacun va un peu comme aller chercher, on va dire, quand on cultive la passion, tu sais, chacun va aller chercher son sujet intéressant, puis là, va vraiment développer ça. Puis là, c'est là que vraiment ça se développe. Mais tu sais, quand t'es au primaire, secondaire, juste de tout faire en groupe, tout ça, t'as pas besoin de... Je sais pas comment dire, mais...
ça sert un peu à rien de séparer les gens parce que, ultimement, genre, surtout dans notre système, tout le monde arrive au même niveau. Puis à la fin de secondaire 5, c'est genre, t'as passé tes examens d'universitaire, puis tout le monde se retrouve un peu sur la même échelle pour entrer au cégep à l'université. Fait que déjà, on les sépare, puis ça donne pas grand-chose. Fait que justement... Excuse-moi. C'est une deux tout le long. Ouais. Est-ce que tu penses que genre il y aura un niveau, mettons, où on doit genre évaluer, tu sais, par exemple, pour évaluer des compétences, là, des compétences vraiment précises. Par exemple, en médecine, genre, pour évaluer pour quelqu'un qui... Est-ce que cette personne est apte à être médecin dans la société d'aujourd'hui? Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un niveau, mettons, l'université, là, dans ce cas-ci, où on serait obligé d'avoir une évaluation, là? Ben, c'est sûr, pour les médecins, tu sais, oui, peut-être, on pourrait faire des évaluations, genre, tu connais-tu, genre, l'anatomie, puis ça fait de même, là. Mais encore une fois, puis tout le monde va le dire, tous les adultes qui ont une carrière vont le dire, comme, la majorité de l'éducation se fait une fois que tu travailles. Ouais. Tu sais, à l'école, oui, tu apprends un peu tes bases, sauf que, ultimement, tu sais, les médecins, souvent, mettons, avant de faire une chirurgie, ils vont quand même réviser comment la faire. Ouais. Puis t'es toujours en apprentissage constant. Fait que oui, on peut faire des évaluations, mais surtout à l'université, là, tu apprends à faire ta carrière, c'est un peu différent. Mais, tu sais, avant... Ça pourrait être des évaluations, genre, pratiques, là. Oui, c'est ça, genre, exactement. Mais il y en a, déjà. Mais je sais que, en fait, je pense que c'est aussi important, peut-être, l'évaluation pratique que l'évaluation théorique en médecine. Mais ça pourrait être... Tu veux dire que ça pourrait être, par exemple, juste l'évaluation pratique, genre, exactement. dans l'hôpital. Puis c'est ça. Puis si, mettons, on revient au secondaire, tout ça, quand on parle des compétences, les compétences en ce moment qui sont importantes à développer, c'est la collaboration, la communication, l'innovation, la pensée critique, créative. Tout ça, c'est des compétences qui peuvent se développer à travers la façon... à travers les procédés pédagogiques, à travers, mettons, des projets d'équipe. Puis ça, c'est des affaires que t'as pas besoin d'évaluer. Genre, en tant que prof, mettons, dans un projet d'équipe, tu sais, là, quand il y a une période, genre, pour faire des travaux d'équipe, tu sais, le prof, il est bien capable de voir, là, qui travaille pas, ou, tu sais, tout ça. Puis ça se fait aussi par auto-évaluation, tu sais, puis juste à travers les façons d'enseigner, puis à travers les façons, à travers les activités, là, qu'on fait à l'école, c'est comme ça que tu évalues ça. Ben, que tu développes ça. Puis, encore une fois, on n'a pas besoin d'évaluer la chose, tu sais. Il faut juste vraiment le développer dans les élèves parce que c'est ça qui est vraiment important. Mais du coup, pour vous, la solution, comme une des solutions, ça serait justement à partir du primaire, secondaire, de ce que vous expliquez, c'est que, comme à ce niveau-là, d'avoir une certaine base d'avoir ces compétences-là, genre de les développer à cet âge-là, puis qu'après, justement, comme ça te mène après à te dépasser dans l'éducation, c'est ça que vous aimeriez comme solution? Ouais. Okay. Ben, je sais pas si tu voulais développer, là. Ben, ouais, moi, tu sais, pour revenir à la question de base, je t'ai laissé parler, Ouais, je vais prendre mon tour maintenant. Tu sais, au-delà de... Je pense que arrêter de faire des évaluations, oui, mais non. Parce que les évaluations en ce moment, ça marche pour certaines personnes. Puis je me verrais pas dire toi ça marche pour toi, ok cool, je vais te l'enlever. C'est pas comme ça que moi je le verrais. Je pense qu'il y a encore des places où on a des avis divergents, on s'en reparlera après. Mais tu sais, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit capable de diversifier les méthodes d'évaluation, de diversifier les approches de l'éducation pour que chaque élève, dépendamment de sa manière d'apprendre, de sa vision de l'éducation, soit capable de choisir la manière la plus optimale pour lui de se développer. Parce que, ultimement, c'est ça l'éducation, c'est ça l'enjeu de l'éducation. Donc, ça passe par ça, selon moi. Puis, là, on arrive dans quelque chose d'un peu plus grand, mais, tu sais, selon moi, tout ce qui est cégep, ça devrait pas être obligatoire. Ça devrait être optionnel pour les personnes qui savent pas encore où ils veulent aller plus tard, où ils pourraient toucher à différents métiers pour voir qu'est-ce qui leur plaît, quel type de milieu leur plaît le plus. Puis le secondaire, on devrait avoir beaucoup plus d'approche justement avec les métiers qu'on veut faire pour après ça être capable de se spécialiser plus tôt, puis justement cultiver la passion, que ce soit pas un fléau ou que ce soit pas genre désagréable d'aller à l'école. On en parlait sur notre dernier poste. Il faut qu'on soit capable de cultiver la passion. Il faut qu'on soit capable de donner envie aux jeunes d'y aller. Parce que de un, ils vont être plus intéressés, moins enclins à foutre le bordel en cours. Puis c'est juste moins compliqué en tant que prof d'enseigner à un groupe qui est intéressé. Puis comment on intéresse quelqu'un? On leur parle de trucs qu'ils veulent faire plus tard. C'est mon analyse, mais je pense qu'on la partage. Oui, mais ça, c'est intéressant par rapport à justement développer qu'est-ce que tu aimes et tout. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, à l'adolescence, que c'est justement très difficile pour eux
de savoir ce qu'ils veulent faire. Puis justement, ça pourrait être une des raisons qu'ils n'ont pas vu différents types de métiers ou différents types de formations ou juste n'importe quoi, comment dire, juste de loisirs ou peu importe qui pourrait aller dedans. Mais peut-être que le cégep, justement, je pense que, ou peut-être ça pourrait être plus tôt, mais je pense que moi, le cégep, comme je le vois, c'est justement un endroit où c'est là où tu peux t'enligner vers qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que tu aimes un peu, tu sais. Quand tu vois le programme Sciences Nat, tu sais que c'est, tu sais, de la bio, de la science, de la chimie, des maths. Puis quand tu vois, genre, Arlette et comme, tu sais, qu'il y a communication, journalisme, cinéma, art. Fait que c'est comme une espèce de, un petit peu, en tout cas, comment je le vois, c'est le cégep, c'est un peu un entonnoir avant l'uni, genre. Puis le secondaire, c'est vraiment le début de l'entonnoir, puis ensuite, t'as genre le cégep, puis parce que peut-être que, comme tu dis, en effet, ça pourrait être plus tôt au secondaire où il y a justement le début de l'entonnoir. Mais je trouve que le cégep, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée comparé à d'autres systèmes d'éducation comme aux US ou genre en Europe parce que tout le monde finit pas par faire la même chose, somehow, là, parce qu'on dirait que c'est ça en Europe surtout. Puis aussi, c'est là où tu peux comme. T'es après le secondaire, puis c'est là où tu développes. En fait, t'as complètement presque développé genre tes intérêts principaux, je pense, après le secondaire. Fait que tu sais un peu où t'enligner genre sciences nat ou genre sciences humaines, etc. Puis, puis voir un peu genre qu'est-ce qui te plaît. Puis c'est sûr que je pense qu'il y a une lacune qui est vraiment intéressante de parler au cégep, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui changent de programme pendant leur parcours cégep. Fait que je pense que c'est là qu'il faudrait regarder pourquoi est-ce que les gens changent de programme. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas encore set sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, genre. Merci. Ben, tu vois, si je peux parler un peu de comment moi je l'ai vécu, je vais faire de la politique plus tard, puis ça fait longtemps que je le sais. En secondaire 3, j'ai eu la chance de faire une activité politisée qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je veux changer les choses, je veux contribuer au changement, je veux contribuer à améliorer le quotidien de tout le monde. Puis, selon moi, dans mon analyse, ça passe par la politique. Parce que bien utilisé, ça peut être la solution à la majorité, si pas tous les problèmes. Puis j'ai eu la chance de me rendre compte que je m'intéressais à ça vraiment tôt quand j'ai fait ça, où on m'a donné l'opportunité de toucher un peu à, je dirais, différents métiers. C'était pas vraiment des métiers, mais tu sais, on avait un projet scolaire où il fallait qu'on fasse un stage. Puis j'ai fait mon stage avec Manon Massé. J'ai fait un autre stage aussi en ressources humaines. J'ai fait un stage en actuariat pour travailler avec la bourse. Puis je me suis rendu compte que l'économie, c'était vraiment pas mon affaire. Puis que la politique, ça me parlait beaucoup. Puis je pense que je suis pas le seul. Il y a plein de jeunes de mon âge qui savent, avant même de rentrer au cégep, ce qu'ils veulent faire. Puis pendant mon secondaire, on me disait, tu vas voir, le cégep, c'est vraiment intéressant, ça va plus être proche de ce que tu veux faire. Je vais être honnête, là, ça fait 1 an et demi que je suis derrière un bureau à attendre que ça parte. Genre, je suis dans le roller coaster, là, puis j'attends que ça parte, là, puis c'est long, là. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte d'aller à l'université, qu'on me parle enfin de trucs qui touchent au champ que je veux faire. Parce qu'en ce moment, c'est encore très, très, très générique. Puis je me dis, tant qu'à garder quelque chose de générique, autant faire ça générique pour vrai, puis nous aider à toucher à plein de trucs si on n'est pas encore sûr de savoir ce qu'on veut faire. OK. Fait que pour toi, c'est pas encore assez... Pour toi, c'est soit pas assez précis ou pas assez générique, c'est ça? C'est un entre-deux, tellement chiant, entre-deux qui misse les 2 points. Je comprends. Parce que moi, je trouve que... Parce que, vois d'abord les gens qui, justement, savent pas ce qu'ils veulent faire encore. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais, qui changent de programme. Moi, je pense que, ce qui est justement un mélange qui serait intéressant, c'est de comme faire un genre de cégep, mais plus tôt, mais avec plus de diversité de programmes. Puis des programmes génériques, comme tu dis, mais spécifiques quand même. Parce que, tu sais, par exemple, hors lettres et communication, t'as genre photographie, art visuel, cinéma, journalisme. Mais je trouve que c'est pas nécessairement tout... Oui, genre, c'est dans les arts, la communication, mais je mettrais juste un programme d'art, puis un programme de communication, puis cinéma et journalisme serait dans, mettons, puis d'autres choses, là, il pourrait y avoir médias numériques, whatever. Puis art, il pourrait y avoir plein d'autres choses aussi. Genre, je ferais plus de programmes, en fait. Il y en a beaucoup des programmes, mais parfois, ça se donne à telle uni, tel... Tu sais, on connaît les 3 majors, là, sciences humaines, sciences nat, puis Arlette et com. Mais j'en ferais comme une diversité de, quand mettons, 10. Puis là-dedans, il y a du générique, puis aussi du spécifique, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis je ferais aussi beaucoup d'ateliers au secondaire qui seraient un peu la même chose. Ou le cégep, pas vraiment en tant que tel, mais le genre d'idée de cégep commencerait plus tôt. Peut-être genre à 16 ans,
à la place de... On sort du cégep du secondaire à quel âge? 17. 17, genre, peut-être à 15 à la place de 17, genre, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça pourrait être quelque chose... Parce que je suis d'accord que, en fait, je connais beaucoup de gens aussi qui pensent la même chose que toi, tu sais, ils savent ce qu'ils veulent faire depuis le début, puis c'est chiant de devoir passer par là. Puis, tu sais, même la technique, on va dire c'est mieux, les techniques, parce que, genre, souvent, c'est des trucs un peu beaucoup plus précis sur ce que tu veux faire. Fait qu'on va dire les techniques, je trouve que c'est déjà une meilleure idée, mais il y a des techniques qu'il n'y en a pas dans tout, fait que j'avoue que c'est ça qui est, genre, un peu chiant, genre. Ben, c'est drôle que tu dises les techniques, parce que, tu sais, au départ, les cégeps, quand c'était inventé, le ministère de l'Éducation pensait vraiment que la majorité des gens allaient aller dans des techniques. Puis ils avaient créé ça pour que, justement, l'éducation soit plus accessible, puis que plus de gens soient capables d'avoir une éducation, puis de pouvoir travailler tout de suite. Mais clairement, ça n'a pas été ça. La majorité des gens vont en pré-universitaire. Puis justement, moi, une solution que je trouve, puis qu'on peut déjà observer à l'intérieur du Canada, comme on le sait au Québec, on a le plus bas taux de diplomation au secondaire. Puis j'ai pas les taux, là, je les connais pas par cœur, mais il me semble que la Colombie-Britannique, c'est quand même un des meilleurs systèmes au Canada. Puis justement, je parlais avec quelqu'un qui a passé à travers le système secondaire en Colombie-Britannique. Puis eux, dans leur dernière année de secondaire, ils ont un cours obligatoire, c'est l'anglais. Tous leurs autres cours, ils peuvent choisir. Fait que t'as des cours de droit, des cours de cuisine, genre n'importe... Il y a plein d'options. Puis l'affaire, c'est que, premièrement, justement, ça te donne plus de chances pour trouver ta passion, cultiver ta passion, trouver ton X, comme on dit. Puis aussi, ça rend ça plus intéressant, plus interactif, fait que plus de chances d'avoir ton diplôme secondaire. Puis, justement, si on faisait ça, en fait, c'est ça le problème, je trouve aussi, c'est qu'on a tellement de cours, tu sais, c'est toujours des cours magistraux, fait que maths, français, sciences, ECR. Puis après ça, il y a tellement de cours obligatoires, comme, je pense qu'en secondaire 5, tu as 2 options. En tout cas, moi, je pense que c'était comme ça à mon secondaire. Puis, genre, on fait toujours tous les mêmes cours. On regarde toujours, tu sais, bien évidemment, toujours quelque chose lié à ces matières-là, ces 10 matières-là. Fait que ça fait qu'on reste toujours comme dans les mêmes sujets, dans la même chose. On n'ouvre pas vraiment nos esprits à grand-chose. Puis c'est beaucoup de la théorie, c'est ça que j'allais rajouter. C'est beaucoup de théorie, puis beaucoup de travail papier, on va dire, alors que tu as moins de chances d'expérimenter des trucs que tu vas justement avoir la chance d'expérimenter comme en étant un adulte au travail. Donc, il manquerait justement cet aspect d'avoir des activités où tu vas vraiment pratiquer un travail puis savoir est-ce que c'est quelque chose qui te plaît vraiment. Parce que, comme oui, la théorie, c'est important, mais pas jusqu'au cégep, jusqu'à rendu à l'université, t'es que dans de la théorie. Donc, même si tu dis, par exemple, j'ai envie de faire... j'ai envie d'être journaliste, tu vas être énormément dans la théorie, peu de pratique. Alors peut-être qu'au final, après toutes ces années d'études, quand tu vas arriver sur le terrain, c'est quelque chose que tu vas devoir expérimenter pour de vrai. Peut-être qu'au final, ça va même pas te plaire après avoir fait toute cette paperasse, justement. Ben, pour justement te donner l'exemple, pour journaliste, personnellement, moi, genre, je suis en cinéma et journaliste, fait que, ben, j'étais... Du coup, je peux voir justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup je pense que c'est comme parfois un cours théorique par session, pratique par session, puis tout le reste, les cours moi j'appelle ça des cours de programme, là, le reste c'est des cours de base. C'est genre des cours théoriques ou des cours où tu dois écrire des papiers, genre, alors qu'on s'entend en journaliste. Mais tu sais, à part vraiment genre écriture journalistique, là, tu sais, il y a beaucoup plus que genre justement des papiers, là, puis même en cinéma, même chose, là. En fait, en cinéma, tu demandes à la classe c'est quoi que les gens veulent faire, la plupart veulent faire du montage ou de la réalisation. Ce qui n'a pas vraiment à voir avec... Il y en a quelques-uns qui veulent faire la scénarisation, ce qui n'a pas vraiment à voir avec de la critique ou d'écriture de papier, scénario, pardon. Fait que c'est comme... C'est vrai, il manque beaucoup de pratique. Puis même, parfois, tu te dis même les programmes... Je pense que les gens pensent que probablement ces programmes-là, il y a beaucoup de pratique, puis c'est plus comme moins dur en tant que tel parce qu'il y a beaucoup de pratique. Mais même pas tant. Hein. Puis même en photographie, même chose. Hein. Il n'y a pas... tu sais, au programme de photographie, on a eu des cours de photographie, puis il y avait beaucoup il y avait quand même plus de pratiques que j'en avais eu en cinéma, mais il y avait quand même beaucoup de papier. Puis tu te dis, pourquoi il y a autant de papier en photographie? Genre, tu devais build des dossiers de photographie, etc. Mais genre, je pense que la plupart des gens, ils veulent juste prendre des photos, là. Mais c'est ça, un des problèmes que moi, je trouve qui est quand même important, là, c'est qu'on a toujours... Même au cégep, des cours obligatoires, puis c'est pour ça souvent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de cours pratiques, parce que tu as 4 cours obligatoires au cégep. Si tu prends 7 cours par session, c'est genre, la majorité des cours, c'est même pas ce que tu veux étudier. Puis tu sais, c'est ça, si justement le cégep, c'est censé être là pour des élèves qui savent un peu moins ce qu'ils veulent faire,
Genre, je sais que moi, dans mon programme, il fallait que je choisisse 2 concentrations en sciences humaines. Moi, je savais ce que je voulais faire. Fait que j'ai pris 2 concentrations que j'étudie aujourd'hui à l'université. Puis même là, genre, je parlais avec un de mes profs à l'université, il m'a dit « comment t'aimes ça? » Puis genre, je lui ai dit mot pour mot, genre, on dirait que c'est la première fois que j'apprends quelque chose. Parce que même au cégep, justement, parce que ils ont pas le temps, parce que t'as juste, genre, un cours par session, mettons, en sciences politiques, ça reste tellement en surface que tu sais même pas si tu vas aimer ça. Genre, moi, mes cours de sciences politiques, là, j'ai appris 10 fois c'était quoi, comme les 10 théories ou les 7 théories, genre, politiques. Puis genre, là, j'arrive, là, dans mes cours de théorie politique, puis là, finalement, j'entends parler de, genre, Dubois, puis Weber, puis, tu sais, toutes ces personnes politiques qui ont vraiment formé la pensée politique. Puis c'est tellement stimulant. Puis je comprends pas pourquoi on peut pas trouver ce genre de... Tu sais, vraiment rentrer dans un sujet plus tôt. Parce que c'est possible, c'est juste que on a décidé que les maths, c'est important, le français, c'est important, les sciences, l'éthique et culture religieuse, alors que, tu sais, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, puis surtout que, comme, des maths, là, genre, je suis désolée, mais oui, ça aide à former l'esprit, là, mais à un moment donné, tu rentres à un niveau où est-ce que c'est pas nécessairement nécessaire. Ouais. Est-ce que vous enlèveriez le cégep tout court? Non. Non? Non. Ben, attends, parce que... C'est quoi que tu changerais, maintenant? Parce que j'ai l'impression que, puis tu sais, si je peux essayer de faire un lien avec les maths, il y a beaucoup de cours, pas que j'enlèverais, mais que je reverrais. Le cégep, tu sais, on a le cégep parce que sinon, on finit en secondaire 5, puis là, on a 1 an de retard. Fait que là, je sais pas exactement pourquoi ils ont créé le cégep. Faudrait peut-être que je regarde, mais ça doit être pour ça. Mais je pense que, selon moi, il faudrait rajouter une dernière année de secondaire pour être genre comme si on avait la 12e année, puis être comme le reste du monde, basically. Puis qu'on garde justement le cégep en option pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Parce que tu sais, il y en a qui finissent le cégep, puis ils font comme oh, ben je sais pas, j'ai fait une demande à une couple de place, puis je vais aller où ils m'acceptent. Sauf que c'est tellement pas la bonne manière de penser quand tu dois choisir le métier que tu vas faire pour les dizaines, vingtaines, trentaines de prochaines années, tu sais. Tu peux pas te permettre de faire ton choix comme ça, même si tu peux changer d'emploi après. Tu sais, t'es mieux de prendre un peu plus de temps pour toucher un peu à différents environnements de travail, pour voir après ça qu'est-ce qui te plaît pour vrai, tant qu'à faire un choix, puis passer des années à l'université, autant le faire pour que ça vaille la peine. Mm-hmm. Tu sais? Puis c'est là où il y a un lien un peu, que moi je fais un lien en tout cas avec les maths, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, c'est que tu sais, je vois souvent des vidéos cute sur Instagram où il y a quelqu'un qui dit ah ouais, les maths, ils disent que c'est pas important parce que nanani, nanana, nanana, je vais jamais utiliser ça. Puis finalement, la conclusion de la personne, c'est de dire ah ouais, non, mais les maths, en fait, c'est important parce que ça nous aide à former notre cerveau. OK, mais si les maths, au final, on les utilise pas, on les apprend pas parce qu'on va s'en servir plus tard, puis que c'est juste pour former notre cerveau, pourquoi est-ce qu'au lieu d'apprendre des maths, on nous apprend pas des trucs qui sont un peu plus proches de notre réalité si le seul meaning de ça, c'est pour former notre cerveau, puis nous, genre, faire développer notre cerveau? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas apprendre tout ce qui a par rapport à notre économie personnelle, par rapport à tout ce qui est la bourse pour la comprendre, même si je suis pas un fervent défenseur de la bourse, puis de l'économie, puis du capitalisme, je me rends compte que c'est important de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de la politique? Comment ça marche? Il va où mon vote quand je vote au municipal, au provincial, au fédéral? Pourquoi est-ce qu'on parle pas plus de ça? Mm-hmm. C'est pour ça, après ça, qu'on a des taux de vote qui sont à 67%, je sais pas exactement 67% la dernière qu'on a eue, mais c'est pour ça qu'on a des taux aussi bas après ça de vote, parce que à l'école, l'endroit où on est supposé apprendre, l'endroit qui nous réunit tous, on touche à des trucs qui sont pas nécessairement, selon moi, les plus importants puis les plus profonds pour notre vie en tant que citoyen. Tu sais, si on est pour avoir besoin de vivre tous ensemble en tant que citoyen dans une société, autant comprendre c'est quoi notre rapport à la société. Comment faire pour maximiser notre rapport à la société. Je trouve ça hyper intéressant, ton point. Puis par rapport aux finances, justement, une des raisons pourquoi moi, je trouve que... pourquoi j'aime pas trop notre système scolaire, c'est que tu ressors de là et t'as aucune... une information vraiment minime sur, genre, le monde des finances. Puis vraiment, comment atteindre la liberté financière. Parce que, comme, c'est une partie assez importante de la vie, je trouve. Puis... mettons, c'est là que j'ai commencé à lire des livres sur les finances. Puis j'ai réalisé que je savais rien là-dessus. Puis je suis d'accord qu'à partir, tu sais, les maths au primaire, mettons, oui, c'est important là, pour que ça forme ton cerveau de base. Mais après ça, au secondaire, tu sais, secondaire 3, 4, 5, il y a des trucs que
il n'y a pas tout le monde qui va utiliser dans sa vie. Fait que Exactement. c'est ça. Ça, mettons, si tu le mets dans des programmes plus spécifiques, mettons au cégep, puis que ça soit optionnel, ça, c'est une solution incroyable. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça. En fait, il y a sûrement d'autres choses, même que les maths, là, les mathématiques qu'on avait pour développer notre cerveau du côté logico-mathématique anyway, là. Puis, comme tu le dis, Diane, genre, c'est sûr que les maths, c'est super important. C'est souvent plus important pour ceux qui s'en vont dans des programmes ou des métiers aussi qui requièrent des maths et des sciences. Fait que puis on a tous besoin de justement des gens qui ont fait des maths, etc. Fait que shout-out à eux. Mais genre justement, il faudrait que, comme tu disais, l'idée de choisir, mettons, si tu sais que tu veux faire de la médecine ou peu importe, puis tu as besoin des maths, de choisir, comme tu dis, en secondaire 5 ou 4-5 en fait, là, choisir que j'ai besoin de maths, j'ai besoin de sciences. Puis d'abord ceux qui veulent devenir genre peintre. Ils vont pas toucher aux maths. Puis aux finances, oui. À part les finances. Ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de trucs à dire. C'est qu'en fait, l'école au secondaire, ça lui prépare vraiment. En fait, le système, là, c'était genre. Bon, on va en parler comme quand on parle d'histoire, là, du système d'éducation. Mais ça a été inventé, c'est inspiré d'un système qui a été inventé pendant la Révolution industrielle pour créer des travailleurs, des machines, des robots. C'est ça. C'est ça. Tout le monde le sait, genre, il y a une cloche, on part d'un cours à l'autre. On a 5 cours par jour, 6 cours par jour, peu importe. Tu rentres chez toi, tu fais tes devoirs, tu recommences le lendemain. Tu fais ton examen à la mi-session, tu fais ton examen à la fin de l'année, tu passes à la prochaine année. Puis c'est juste ça, on veut produire des résultats, mais en réalité, on oublie en fait qu'à travers l'éducation, premièrement, on peut former des esprits. Puis c'est de ça, de plus en plus, qu'on a besoin avec le monde, c'est de former des esprits critiques, créatifs, innovants, comme j'arrête pas de le dire. C'est important de le dire souvent. Puis c'est que aussi, genre, on oublie en fait le but de l'éducation. Parce qu'à travers l'éducation, là, tu peux former n'importe quelle société. Genre, puis ça, malheureusement, on le voit surtout seulement dans des pays communistes, où est-ce que justement l'éducation, c'est complètement genre de la propagande, puis on crée des citoyens qui adorent leur gouvernement, genre. Non, pas juste l'extrême gauche, aveuglement. l'extrême droite aussi. Oui, l'extrême droite aussi, évidemment. Mais on peut aussi créer des sociétés qui sont informées sur le monde dans lequel on vit, des sociétés qui sont curieuses, parce que la curiosité, c'est une des choses les plus importantes. Genre, imagine si tout le monde était curieux, tout le monde saurait, genre, on lirait tout le temps, on voudrait toujours tout savoir. Puis, tu sais, justement, quand tu dis, c'est là que tu as commencé à lire sur les finances, c'est parce qu'il y a une curiosité là. Mais justement, tu sais, il faut la développer, cette curiosité. Puis l'école, souvent, ça tue la curiosité. Fait que c'est ça, à travers l'école, on peut créer une société juste ouverte sur le monde, plus humaniste, plus prête à affronter ce qui nous attend. Là, parce que là, il nous attend juste plein de crises. Là. Crise dans le marché du travail avec l'intelligence artificielle, crise climatique, peut-être éventuellement une crise nucléaire. Ça, c'est quand même les 3 aspects qu'on dit qui vont vraiment changer notre monde dans le futur. Puis en ce moment, nous, on est prêts à devenir des machines sur le marché du travail, puis à faire ce qu'on nous dit de faire, puis à pas vraiment think outside of the box. Ça tue la créativité. 100%. Puis si je peux rebondir là-dessus, puis sur ce qu'on venait de dire, le système éducatif en ce moment, puis même, ça va paraître un peu genre nihiliste et tout, mais la société ne valorise pas assez les types d'élèves qui sont créatifs, artistiques, qui ont un apport aussi ultra important à la société, parce que sans art, on n'aurait pas de culture, que ce soit québécoise, que ce soit canadienne, que ce soit européenne, que ce soit française, n'importe quoi, name it. Il n'y aurait pas de culture. C'est tous ces types d'élèves-là, c'est tous ces types de personnes-là qui ne sont pas assez reconnus, mais qui ont un apport aussi important, voire plus important, que plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus valorisées par le système d'éducation, pour qu'au final, tu sais, ils restent dans une... Tu sais, on pense aux artistes au Québec, en tout cas. Les artistes au Québec, là, ils vivent un calvaire, alors que pourtant... Moi, je trouve que les artistes au Québec, là, ils devraient être tellement plus reconnus parce qu'ils ont un apport sociétal tellement important. Puis c'est la même chose pour plein de types d'emplois que l'école devrait reconnaître à la base. Parce que si tu commences ton éducation, si tu commences ta vie en te faisant dire que, OK, cool, toi, tu as des forces, mais tes forces, on n'en a pas besoin, puis c'est pas valorisé par la société. Où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce qu'on s'en va en tant que société? C'est des types d'intelligence, justement, qui n'ont pas été valorisés par le système scolaire. Puis au final, ça fait que les gens, en général, vont penser que leurs capacités sont moindres parce que, justement, c'est pas valorisé puis encouragé dans le système scolaire et sur le marché du travail. Puis je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont drop out à cause de ces raisons-là. Puis c'est vrai que, genre, tu peux donner des exemples là, en allant avec ce que tu disais. Mettons, ceux qui sont vraiment plus sportifs, là, qui, genre, tu sais, qui savent, là, mettons, qu'ils veulent vraiment faire leur sport de leur vie ou whatsoever, qui veulent être professionnels là-dedans.
à moins qu'ils soient à un extrême niveau, genre proche d'aller aux Olympiques, c'est aucunement valorisé, genre, ok, mais tu peux pas faire du sport de ta vie, tu vas pas, faut que tu fasses une vraie job, etc. Mais genre, tu sais, oui, il y a un cours d'éducation physique, mais ça pourrait être un des sports, un des cours qui est ramené aussi pour, genre, je sais pas, un truc de sport, là, pour juste explorer différents sports ou explorer tes capacités, genre, physiques. Ça pourrait être justement, ou même les gens qui, tu sais, game beaucoup, il y en a qui aiment beaucoup gamer, puis même les parents, les profs, tout ça, ils disent ça, c'est bon à rien, genre un gamer, quelqu'un qui passe son temps à gamer, mais c'est parce que ce genre de personne peut être justement comme transformé en quelque chose de vraiment utile, genre, tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui va aller plus tard, genre, essayer de faire de la programmation, pour faire des jeux vidéo, puis des jeux vidéo, ça fait partie aussi de la culture, comme tu dis, ça fait partie de notre société, on est tellement dans les trucs de numérique, genre, etc., fait que ça fait vraiment, puis même, on est, à Montréal, l'une des plus grosses industries de jeux vidéo, fait que c'est comme, puis en plus, c'est comme plus tard, où genre, la politique ou les gens de la société valorisent comme, tu sais, ils commencent à dire, ah, ben, nos artistes sont vraiment importants, mais tout avant, nobody cared about them. Puis même chose pour les programmeurs, ils sont super importants, on a une grosse industrie numérique ici, mais avant ça, nobody cared about, genre, des gens qui voulaient jouer aux jeux vidéo ou créer des jeux vidéo, là, je trouve ça tellement hypocrite, genre. Mais un des problèmes aussi, c'est que justement, le système, comme je disais, il est vraiment fait pour créer, genre, un peu des robots, on va dire, tu sais, mais des gens surtout, ça tue la curiosité, c'est des gens plutôt, ça crée une société un peu statique, mais tu sais, tout ça aussi, c'est parce que, bon, il y a des gens qui vont dire que je rentre dans la théorie du complot, mais c'est vrai, c'est que ça crée des sociétés, ça garde le statu quo en place. Ça garde une stabilité, tout le monde est heureux, / un peu malheureux, puis mais c'est correct, on est dans notre routine, on va au travail, on paye nos taxes, on vit notre vie, puis on prend 4 semaines de congé par année si on est chanceux. Puis après ça, on travaille pour prendre la retraite, puis être un peu heureux à notre retraite. Genre, tu sais, on travaille toute notre vie pour pas travailler à la fin. Tu sais, c'est comme ça le but de la vie en ce moment. Mais c'est parce qu'en fait, ça vient pas créer des sociétés qui veulent changer les choses, en fait. Puis là, on se rend compte que c'est vraiment absolument de ça qu'on a besoin. Puis c'est comme un peu suicidaire là, pour notre société parce qu'on va se ramasser avec plein de monde qui vont faire face à des problèmes puis qui vont pas savoir quoi faire. Puis tout le monde s'attend à ce que quelqu'un, genre, il va toujours y avoir une personne qui va venir nous changer le monde. Mais c'est parce qu'il faut prendre notre futur en main. Puis encore une fois, ça revient au fait qu'on n'écoute pas les jeunes parce que nous, les jeunes, on s'en rend compte, on a besoin, c'est nous qui allons faire face à toutes les conséquences. Puis on a besoin de changer le système d'éducation, puis il faut que ça soit une priorité parce que si on commence pas maintenant, genre les conséquences, genre on commence déjà à les voir. Fait que si on commence pas maintenant, on va pas s'en sortir comme du monde. Des changements comme ça prend pas juste nous. Il faut que ce soit un mouvement intersectionnel qui passe par tout le monde, tu sais. Mes parents, papa, maman, je vous aime, mais mes parents que j'adore, qui sont quand même très à gauche, qui se rapprochent pas mal de mes opinions, tu sais, quand on parle d'éducation, genre, on a vraiment pas la même vision parce que, tu sais, genre, on pose beaucoup de questions avec Gabriel, puis on essaie de pousser le bouchon pour voir jusqu'où ça peut aller, puis jusqu'où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Mais tu sais, je me rends compte que mes parents veulent le mieux pour moi, mais eux, le mieux qu'ils connaissent puis qu'ils ont connu avec leur génération, c'est de dire ben, tu fais tes études, tu travailles, tu as une job qui paye bien, même si tu ne l'aimes pas, elle te paye bien, comme ça tu peux aller en vacances 4 semaines. Puis après ça, tu prends ta retraite, puis tu as un petit fonds de retraite, puis tu auras ton char, ta maison, tu seras dans le bois. Mais papa, maman, moi, c'est pas ma vision de la vie. Okay? C'est pas ça que je veux. Puis c'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres solutions. Même, j'essaie de trouver des emplois qui sortent un peu de la normalité, on va dire, parce que j'aime pas la normalité. Je veux bousculer les choses, je veux voir c'est quoi les limites, je veux pousser pour voir jusqu'où ça va. Puis c'est ça qu'on va faire en éducation. Puis c'est ça qu'on veut faire. Mais pour faire ça, on peut pas être seul. Il faut qu'on se tienne par les coudes puis qu'on comprenne tous ensemble que ce mouvement-là, il peut pas juste passer par nous parce que justement, on reconnaît pas assez l'importance que les jeunes ont dans tous les mouvements comme ça et dans tous les mouvements de contestation, justement. Puis la normalité que tu dis, on peut aussi appeler ça le rat race. Je sais pas si tu as entendu parler du trend, que comme tout le monde genre commence à parler du rat race, que dans le fond, tu sais, on apprend à l'école de comme, faut que tu trouves ta petite job qui te ramène de l'argent pour ça. C'est comme si un rat qui tourne en rond sur sa petite machine. Puis comme je trouve ça beau qu'il y a de plus en plus de monde qui sort de cette vision-là. Puis justement, l'école, comme ça a été créé pour créer des employés.
et non des travailleurs autonomes. Et tu es littéralement pénalisé pour ta créativité. C'est ça que je trouve le plus ridicule. Parce que, mettons, il faut que tu obéisses à, genre, ton prof, qu'est-ce qu'il dit, les critères. Et si tu laisses aller ta créativité, je me rappelle, moi, comme il y a vraiment un examen que je me suis dit, ah, là, je vais laisser aller un peu, tu sais, puis mon prof, il m'a vraiment dit, tous les autres examens étaient bons, mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Daniel. Et là, j'ai fait, ouch! Genre, c'est un examen que, comme, j'avais confiance que j'avais bien fait ça parce que je me suis laissé être plus créatif, puis j'ai été pénalisé pour ça. Je trouve ça ridicule. Ben, je pense que, comme, pour revenir à ce que tu disais, c'est surtout qu'il faut déconstruire, genre, toutes les idées, les biais que, genre, toutes les générations passées, et même notre génération, on a appris qu'on est encore en train d'apprendre parce que on est encore en train d'apprendre que c'est ça qui est bien, genre. Faut tout déconstruire ça pour ensuite essayer de rebâtir. Puis c'est ça, genre, qui est dur, genre. Ouais, c'est quand même un gros effort quand même là, de déconstruire genre un système au complet pour justement comment rebâtir un nouveau, ou du moins utiliser comme des fondations puis rendre ça meilleur. Mais justement, c'est une adaptation que c'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de travailler dessus parce que c'est quand même une formation différente pour tous les enseignants. C'est quand même un système au complet qu'il faudrait revoir puis s'adapter justement à tous les jeunes qui sont là puis dépendamment de leurs besoins puis de leur type d'intelligence puis ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Ouais. Puis si je peux faire un lien avec ce que tu as dit qui était super intéressant, c'est que historiquement, comme tu as dit aussi, notre système d'éducation a été créé pendant la période industrielle, à une époque où on nous demandait d'être plus rapide, d'en faire plus, puis d'être plus performant. Puis indirectement, cette vision-là de la vie du système du marché du travail se reflète dans notre système d'éducation, où on nous demande d'en apprendre plus, d'avoir des cours pendant toute la journée, d'en retenir plus, puis après ça, de tout recracher sur une feuille. À la suite de quoi, on va recevoir une note pour ces connaissances-là qui sont, moi, je les appelle superficielles parce que la majorité du temps, je les oublie peu après. Puis cette note-là qu'on m'aura donnée pour ces connaissances superficielles-là va me suivre pendant toute mon éducation, si c'est pas une bonne partie. C'est-à-dire à quel point c'est une grosse métaphore de la vie de me dire que ce que j'ai fait en secondaire 4, quand j'étais un adolescent complètement différent, que j'en avais, pas que j'en ai beaucoup plus à foutre, mais que j'en avais rien à foutre de mes cours parce que je savais où je m'en allais, puis que je savais qu'il y avait plein d'autres manières d'aller où je m'en allais, par le marché du travail, par l'éducation, n'importe comment, de me dire que ce que je faisais avant a encore une influence maintenant sur mes notes, puis que ce que je fais en ce moment va avoir une influence pendant toute ma carrière professionnelle, parce que en ce moment, ce qui est valorisé le plus, puis ce qui est vu le plus, c'est l'éducation, c'est ce que tu as fait. Mais c'est pas parce que j'ai pas un doctorat, que j'ai pas un post-doctorat, que je suis pas intelligent. C'est pas parce que j'ai drop out, que j'ai pas mon deck, que je suis pas intelligent. Tu sais, il y a plein d'autres types d'intelligence, comme tu en parlais, puis il faudrait qu'on les valorise encore plus, puis qu'on les reconnaisse. Tu sais, ça revient à la même chose, c'est un problème central qui perdure, puis qu'on n'arrive pas à percer. Et juste le concept intelligence, comme souvent au secondaire, comme les gens qui ont des bonnes notes, tu dis, ah, ils sont vraiment intelligents. Puis comme on dirait, c'est vraiment eux qui n'ont pas des bonnes notes, ah, ils sont pas intelligents. Oui, puis moi, je vais sortir ma statistique préférée. Ma statistique préférée, c'est qu'en fait, on dit les gens qui ont un QI en haut de 130 sont genre surdoués ou peu importe, mais ils ont beaucoup de potentiel intellectuellement, veux pas. Il y a une étude qui a été faite en France que 70% des élèves qui avaient justement un QI en 130 étaient en échec à l'école. Pas juste des mauvaises notes, là, en échec. Ça veut dire que, clairement, pas que genre, si t'as des bonnes notes, t'es pas intelligent pour vrai, mais c'est juste que l'intelligence, c'est tellement plus que des notes, puis que les notes, ça représente tellement rien, puis que c'est juste comme, on attribue des numéros à des élèves, genre, puis en plus, c'est quand même biaisé, parce qu'après ça, genre, quand tu restes dans la même école, on le sait, elle, c'est une élève moyenne, puis comme, après ça, les profs, veulent pas, sont quand même un peu biaisés dans leur correction, puis on le voit beaucoup au cégep. Moi, j'ai trouvé qu'au cégep, ça ressort quand même beaucoup, mais, ouais, c'est ça. T'en penses quoi, justement, de la cotère? Oh là là! On va juste conclure avec ça, juste pour... Okay, ouais. C'est bon. La cotère, c'est un système qui, genre, je pense que c'est ça qui met le plus, qui démontre en fait l'importance de la compétition dans notre société, parce que la cotère, c'est littéralement ça. C'est ta note comparée à ton groupe, comparée à l'écart type, comparée au Québec. Fait que si t'es pas le meilleur, dans le fond, dans ta classe, ou dans ton cégep, ou dans ta province, peut-être que tu mérites pas d'étudier ce que tu veux, puis de contribuer à la société de la façon que toi tu veux, puis de développer ta passion. Puis c'est complètement ridicule. Puis ça aussi, genre à l'intérieur des cours,
ça donne que t'as des élèves qui peut-être qui veulent pas aider les moins forts parce que lui, il veut sa bonne note puis sa bonne cotère. Puis ça crée vraiment un système tellement toxique puis compétitif. Puis ça fait que des gens, genre... Ça fait aussi que, en fait, c'est ça, il y a des gens qui peuvent même pas étudier ce qu'ils veulent. Personnellement, je voulais étudier en droit. J'en ai cotère de 31 points quelques, puis j'ai pas été acceptée nulle part en droit. Puis 31 points quelques, c'est pas si pire comme cotère quand même. C'est bon, là. C'est très bon. C'est humble. Fait que, c'est ça. Puis ça fait que, tu sais, moi, c'est correct, là, j'adore la science politique, puis je fais ça en ce moment, puis, tu sais, je suis quand même full stimulée. Mais ça fait aussi que, tu sais, il y a des gens, tu sais, quand même, ma motivation, elle a pris un coup, là. Mais moi, je continue, puis je vais réappliquer tout ça. Mais tu sais, si tu tombes sur des gens qui sont peut-être un peu moins motivés, ça vient tuer la motivation. Tu sais, c'est dur sur le moral aussi d'être refusé partout à des universités. Puis encore une fois, c'est comme, ben toi, t'es pas assez bon, fait que on s'en fout. Genre, va trouver quelque chose d'autre à faire. Ce que ça t'apprend, la cotère, selon moi, c'est que si t'es pas le meilleur, t'es pas assez bon pour faire ce que tu veux. Tu veux faire de la médecine, t'es super bon. Par contre, ta chimie, tes molécules, tu comprends rien. Tu pourras pas rentrer à l'université en médecine. Alors que des médecins, on en a besoin. Notre système, il croule de partout. Mais non, tu comprends pas tes molécules, t'es pas capable de faire des petits dessins. Non, tu peux pas rentrer. Parce que t'es pas assez bon. Parce que la société te veut pas. Mais est-ce qu'on peut... Tu sais, même les profs, là, tu sais, il y a un seuil pour rentrer en enseignement à l'université, alors que des profs, on en a besoin. Il y a la même chose pour les infirmières, la même chose pour les médecins. À la base... Genre, comme on s'est dit au début, l'éducation est à la base de la société. Si on ne se permet pas de se donner les moyens d'avoir assez d'enseignants, assez de docteurs, assez d'infirmières pour que notre système roule, notre système ne va pas rouler. Puis la cotère ne nous aide pas en ce moment pour cette raison exactement. Puis juste pour finir, il y a aussi quand le cégep, où tu vas, est pris en compte dans le calcul de ta cotère. Fait qu'il y a des cégeps privés où est-ce qu'il faut payer 4 000 $ par session, qui reçoivent 4 points de plus quand ils appliquent à l'université, puis qui sont comparés à d'autres élèves de d'autres cégeps. Fait que quand on parle d'un système à 3 vitesses, il y a aussi, genre, mettons, ben on va le dire, là, c'est Brébeuf, là. Si tu gradues de Brébeuf, tu as 4 points de plus sur ta cotère. Ouais. Mais genre, c'est pas parce que tu peux pas te payer une éducation que tu devrais être pénalisé face à ça. Ça désavantage, en fait, des gens qui sont dans différents niveaux sociaux. Surtout comme... Vraiment. Parce que l'éducation est pas chère et publique au Québec, que, genre, tu peux pas recevoir des bourses là, pour aller au cégep, à moins d'être vraiment comme dans une situation très, très pauvre. Mais personnellement, j'avais pas nécessairement 4 000 $ à dépenser pour une éducation à Brébeuf. Mais tu sais, si j'étais allée à Brébeuf, j'aurais été acceptée en droit. Wow. Puis tu sais, genre, moi je dis personnellement, mais c'est le cas pour tellement de gens. Puis c'est ridicule parce qu'en fait, c'est genre, si t'es capable de dépenser beaucoup d'argent, ben t'es assez fort pour aller étudier dans ce que tu veux. J'ai l'impression, on s'étonne d'avoir une société élitiste. C'est ça, exactement. C'est complètement élitiste. Ça revient au capitalisme. Exactement. Ah, si on rentre dans ce sujet-là, on n'a pas fini. Mais tout revient au capitalisme. Ouais. T'avais-tu... Moi, c'était... Ouais, ben, c'était vraiment un bon épisode. C'était vraiment éducatif, déjà. Mieux que le système d'éducation. Puis, ouais, c'est ça. Pour le reste, c'était vraiment informatif. Merci à vous d'être venus. Honnêtement, c'était vraiment un plaisir. Je vais vous inviter tout le monde à aller voir leur page Instagram qui s'appelle Educactus. On va la mettre en mention dans notre description. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Puis, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci, ça fait plaisir. Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Jeunes volontaires. Les propos tenus et les opinions exprimées dans le présent ouvrage n'engagent que leurs auteurs.